D'accord. Alexander, parlons de ce qui se passe en Ukraine. Commençons par la situation sur les lignes de front. Que se passe-t-il dans le conflit en Ukraine? Eh bien, la situation continue d'être ce qu'elle est depuis octobre. Les Russes ont l'initiative, ils gagnent plus de terrain, et l'Ukraine subit de plus en plus de pertes. Dire cela de cette manière pourrait laisser entendre que nous avons plus de la même chose, mais cela ne reflète pas la nature changeante des nouvelles. Premièrement, les pertes ukrainiennes augmentent en flèche. Selon le ministère russe de la Défense, l'Ukraine a perdu 55 000 hommes tués et blessés le mois dernier en juin, ce qui est un record. Je pense que c'est probablement vrai. L'armée ukrainienne semble apparemment de plus en plus démoralisée. Nous recevons de plus en plus de rapports de commandants et de soldats militaires ukrainiens. Ils comprennent de plus en plus que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre et commencent à perdre espoir et foi en la cause pour laquelle ils se battent. Cela pousse les troupes ukrainiennes à se retirer à divers endroits et à refuser les ordres d'attaquer. Pendant ce temps, les Russes continuent de se renforcer. Au cours de la dernière semaine environ, depuis notre dernière mise à jour, vous pouvez voir cela sur les lignes de front. Dans la région de Kharkov, les Russes ont maintenant percé de manière décisive dans la ville de Kharkov et à Volchansk. Il y a eu beaucoup de combats autour des usines de granulats et des immeubles de grande hauteur. Nous en entendons beaucoup parler depuis de nombreuses semaines. Puis soudainement, nous avons appris que tous ces endroits passent sous contrôle russe et que les Russes ont considérablement étendu leur zone de contrôle. À Volchansk, ils ont occupé davantage de zones du centre de Volchansk de l'autre côté de la rivière. Il semble que toute la position ukrainienne à Volchansk s'effondre. La même histoire se déroule au sud de Kupiansk, qui est une autre zone de la région de Kharkov qui a été disputée pendant beaucoup plus longtemps. Les Russes ont soudainement capturé plus de positions plus proches des deux rivières clés de cette région, la rivière Zerabets et la rivière Oskol. Cela a conduit à un affaiblissement dramatique des positions ukrainiennes là-bas. Il y a des rapports selon lesquels les Russes sont sur le point de lancer une offensive majeure pour finalement capturer Chasov Yar. Le micro-district à l'est du canal et de l'aqueduc a soudainement été capturé par les Russes. Il semble que les Russes se préparent maintenant à terminer la bataille pour Chasov Yar. Plus au sud, cette importante conurbation urbaine autour de la ville appelée Toretsk est supposément l'une des positions les plus fortifiées sur les lignes de front que les Ukrainiens tenaient. Les Russes ont lancé une attaque là-bas au début du mois de juin. Personne n'a vraiment pris cette attaque au sérieux. Les gens disaient que Toretsk était bien trop fortifié pour que les Russes puissent y pénétrer. Et soudainement, les Russes étaient profondément à l'intérieur de Toretsk. Les Ukrainiens n'ont pas pu les repousser ou se défendre car ils n'avaient pas assez de troupes. Les troupes qu'ils avaient n'étaient pas suffisamment entraînées. Il y avait un manque de motivation et les hommes n'étaient plus prêts à se battre et à mourir comme ils le faisaient auparavant. Ils ne croyaient plus que la cause pour laquelle ils se battaient allait réussir. Et puis peut-être la zone de combat la plus décisive de toutes, la zone autour d'Avdiivka ou de Cheretino, village après village, tombe rapidement sous le contrôle russe, presque sans opposition. Les troupes ukrainiennes se retirent face aux avancées russes, et les Russes atteignent maintenant presque les lignes d'approvisionnement clés. Les villes où se trouvent les approvisionnements logistiques, Pokrovsk, Selidovo, Kurashov, sont des villes que l'Ukraine ne peut tout simplement pas se permettre de perdre, mais apparemment ne peut pas non plus défendre. Donc au cours des dernières semaines,
Une situation déjà détériorée est soudainement devenue bien pire. Elle se détériore beaucoup plus rapidement que je pense que les gens qui sont en dehors de la guerre, qui ne la suivent pas aussi attentivement que nous, le comprennent. Le système de défense aérienne ukrainien semble s'être effondré. Les missiles russes sont capables de toucher des cibles à Kiev sans être abattus, même en plein jour. Les Russes ciblent des aérodromes à travers l'Ukraine, détruisant 7 avions en une seule frappe. Il n'y a aucun signe de fonctionnement des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Zelensky lui-même devient de plus en plus désespéré. Il veut plus de F-16 et supplie les Américains de lui permettre de lancer des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Il demande également aux Polonais d'abattre des missiles russes pour lui. Dans chaque cas, on lui a dit non. Non aux frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, non à plus de F-16 et non aux Polonais abattant des missiles russes. L'Occident est incapable d'aider dans une situation qui va de mal en pis. D'accord. Il semble que le récit actuel pour l'Ukraine, pour appeler cela une victoire, soit que l'Ukraine tienne encore 1 an ou 1 an et demi pour empêcher la Russie d'avancer davantage. Cela donnerait à l'Ukraine suffisamment de temps pour rattraper la Russie en termes de production militaire et d'artillerie. Cela permettrait également à l'Ukraine de prendre l'avantage dans les technologies des armes, l'IA, les drones et des domaines similaires. Que pensez-vous de ce récit? Tenir bon? Donner encore 1 an ou 1 an et demi? Arrêter les Russes d'avancer? Et finalement, la production militaire collective de l'Occident, la technologie supérieure, l'innovation et l'entrepreneuriat entreront en jeu, nous permettant de repousser enfin la Russie. Vous savez, c'est une répétition du genre de rhétorique qui existait en Allemagne pendant les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands croyaient qu'ils allaient réaliser un grand miracle industriel et technologique. Ils pensaient qu'ils allaient inventer toutes ces armes merveilleuses qui changeraient d'une manière ou d'une autre la donne. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné pour les Allemands, et cela ne fonctionnera pas non plus pour les Ukrainiens. Traitons d'abord les chiffres de production. Nous avons maintenant reçu des informations très intéressantes de, parmi tous les endroits, Radio Liberty, Radio Free Europe. Cela confirme que les Européens ont menti sur leur production de munitions. On nous a dit que la production d'obus est sur une trajectoire ascendante en Europe et que d'ici la fin de cette année, l'Union européenne produira 1,7 million d'obus selon. European Union would be producing 1.7 million shells a year, and it turns out that the true number is about a third of that. Et il s'avère que le véritable chiffre est environ un tiers de cela. Cette information provient de sources industrielles qui sont en fait proches des chiffres de production réels. Cela correspond à ce que nous savons sur le terrain. Les niveaux de production d'artillerie des États-Unis vont probablement atteindre environ 700 000 obus par an d'ici la fin de 2025. Cela dépend d'une nouvelle usine qui sera pleinement opérationnelle dans 1 an, ce qui, en tant que personne ayant une expérience industrielle, je peux vous dire, est extrêmement ambitieux. J'aurais pensé qu'il pourrait atteindre ce taux de production en peut-être 2 ou 3 ans, ce qui n'est pas suffisant pour l'Ukraine. En Europe, je pense qu'ils ont atteint leurs limites. Je crois que 600 000 obus par an est probablement tout ce qu'ils peuvent produire. Et je ne pense pas qu'ils puissent améliorer cela. Je ne pense pas que plus d'investissements feront une différence. Des chars, des avions, des missiles, tout cela a été essayé et cela n'a pas fonctionné. Les Russes surpassent l'Occident dans toutes ces catégories et je pense que l'Occident le sait. Je ne pense pas qu'il soit capable de contrer les Russes sur ce point. Donc si nous parlons de chiffres de production,
Les Russes ont gagné la guerre de la production. Ils l'ont gagnée de manière concluante. Mon propre sentiment est que l'écart se creuse. Je pense que les Russes ne se contentent pas de surpasser l'Occident, mais ils le font également avec une marge de plus en plus grande en termes de production d'armes. Donc, il nous reste le nouveau grand plan qu'il va y avoir. Juste une note sur ce que vous avez dit. Et la Russie dispose également de la production chinoise. Eh bien oui, si nécessaire. Si nécessaire. Ce qui est bien sûr à une échelle complètement différente, encore une fois. Je veux dire, les Chinois produisent tout ce que l'Occident fait et ce que les Russes font, et ils ne reprendraient probablement même pas leur souffle, parce que leur production est maintenant à une échelle colossale. S'ils entrent en jeu, ce n'est pas seulement la fin du jeu, c'est probablement la fin du jeu en quelques semaines. Passons maintenant au nouveau grand espoir, à savoir que dans un an, nous allons obtenir ces vastes essaims de drones IA que l'Occident va développer en utilisant toute cette nouvelle technologie IA. Ils vont inonder les cieux à travers l'Ukraine et infliger des dégâts massifs aux Russes. Cela arrêtera les Russes dans leur élan. Les Russes n'auraient soi-disant aucune capacité en technologie d'IA pour égaler celle de l'Occident. Et ce sera la victoire décisive qui changera complètement l'équilibre de la guerre. Il est reconnu qu'il faudra au moins un an avant que cela ne se produise. Eh bien, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, tout cela semble magique. Pour moi, c'est entièrement magique. Cela repose sur des hypothèses selon lesquelles vous pouvez produire ces flottes de drones, développer et perfectionner la technologie très rapidement, et avoir tout prêt et opérationnel avec succès sur les fronts de bataille en l'espace d'un an. Je pense qu'en termes industriels, c'est une tâche très ardue. Si vous avez une économie entièrement mobilisée et planifiée de manière centralisée en temps de guerre, vous pourriez être capable de le faire. Assignez les ingénieurs, assignez les scientifiques, faites-les travailler à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours. 24/7, 20, doing all this kind of 24/7, every day, without rest, you might be able to do it. I don't think this is. Sans repos, vous pourriez peut-être y arriver. Je ne pense pas que ce soit ainsi que les choses se passent en Occident en ce moment. Elles se passent probablement comme ça en Russie, mais pas en Occident. Il y a donc déjà un problème industriel à ce niveau. Deuxièmement, je soupçonne que les défis technologiques sont plus grands que ce que les défenseurs de ce plan imaginent. C'est une réflexion très abstraite sur le fonctionnement des drones IA. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait vraiment été entièrement ou correctement élaboré. Il faudrait le tester en conditions réelles. Il y aurait toutes sortes de choses à faire avant d'arriver à ce point. Le problème fondamental de tout ce plan, la raison pour laquelle il échouera, est qu'il suppose que les Russes ne feront rien pour contrer ces drones IA. Et bien sûr, ce qui se passe, encore une fois, tout comme cela s'est passé avec l'offensive de l'été 2023 de l'année dernière, c'est que les Russes ont une année entière pour se préparer à cela. On leur a dit que cela allait arriver. Donc, ils vont travailler. Ils produisent autant d'ingénieurs en une année que les États-Unis. Ils ont le soutien technique des Chinois derrière eux. Les Chinois sont de loin les plus grands producteurs de drones. L'Occident ne correspond pas au niveau de production chinois en matière de drones. Apparemment, ils dépendent beaucoup des chaînes d'approvisionnement chinoises pour leur propre technologie de drones. Je ne vais pas entrer dans les détails de cela. Mais quoi qu'il en soit, les Russes savent tout cela, et ils vont se préparer. Ils développent leurs propres drones IA,
Ils vont également renforcer leur équipement pour mieux absorber les attaques de drones. Il est important de se rappeler que les drones, par définition, ne peuvent transporter qu'une petite quantité d'explosifs. Les chars, les véhicules blindés et les équipements similaires sont déjà assez bien protégés contre les drones. Les Russes vont faire encore plus pour les protéger davantage et trouveront des méthodes pour contrer les drones IA. Peu importe à quel point les drones IA sont supposément autonomes, il existe de nombreuses façons de les confondre ou de les leurrer. Vous pouvez développer des méthodes pour les contrer avec des mitrailleuses de gros calibre et des radars simples qui peuvent les suivre. Donc cela ne va pas fonctionner parce que cela suppose que l'autre camp va rester immobile, attendant que vous veniez lancer toutes ses armes et ne fera absolument rien pour s'y préparer. Rappelez-vous, les Russes ont été avertis de l'offensive estivale de l'Ukraine en 2023 et ils ont répondu en construisant la ligne Surovikin, ces énormes lignes fortifiées. Les Russes ont maintenant une année entière pour se préparer à cette stratégie technologique impliquant des flottes de drones. Et ils vont utiliser cette année pour s'y préparer aussi. Ils connaissent la technologie de l'IA, ils l'ont eux-mêmes. Ils ont leurs amis en Chine qui y travaillent. Ils seront capables de contrer cela. Cela ne va pas changer la guerre de la manière dont les gens le pensent. Et cela suppose toujours, bien sûr, que dans un an, il y a encore une Ukraine qui se bat. Ils font toujours cette erreur. Ils pensent toujours que l'autre camp ne fait rien. Ils font toujours cette erreur, en supposant que l'ennemi est simplement assis et attend. C'est très étrange qu'ils fassent toujours ces suppositions. C'est très typique. Puis-je simplement dire, c'est très typique des personnes qui pensent les choses de manière abstraite, ce que font toutes ces personnes qui parlent de cette manière. En fait, la meilleure façon de développer la technologie militaire pendant les guerres est par une adaptation constante sur le champ de bataille lui-même. Vous voyez ce que fait l'autre camp et vous y répondez immédiatement. Vous le mettez à jour, vous l'améliorez et vous faites cela tout le temps. Si les gens restent dans l'abstrait et élaborent des plans intellectuellement motivés, plutôt que motivés par la mission, alors bien sûr, vous allez tomber précisément dans ce genre de piège. Oui. Que pensez-vous de la position de Syrski pour conclure la vidéo? Reste-t-il ou part-il? Je pense qu'il finira probablement par partir, car Zelensky a besoin de blâmer quelqu'un pour le fait que la guerre ne se passe pas bien. Mais la difficulté pour Zelensky est que même si Syrski part, cela ne résoudra pas le problème. De plus, j'ai l'impression que l'armée, les soldats en première ligne, qui n'aiment pas Syrski et ne l'ont jamais voulu comme leur commandant suprême, deviennent de plus en plus en colère contre Zelensky lui-même. Une unité, la brigade Azov, menace maintenant ouvertement Zelensky à nouveau. Ils disent que s'il ne fait pas ce qu'on lui dit, ils vont s'en prendre à lui. Donc, si Zelensky se débarrasse de Syrski, ou plutôt je devrais corriger cela, quand Zelensky finira par se débarrasser de Syrski, cela affaiblira probablement encore davantage tout le système de commandement politique. Cela sapera également la position de Zelensky. Il y a déjà de plus en plus de rumeurs selon lesquelles les puissances occidentales, en particulier les Américains, cherchent des alternatives, non pas à Syrski, mais à Zelensky lui-même. Oui, des rumeurs provenant des services de renseignement russes. Non. D'accord. Nous allons terminer la vidéo ici sur theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et TwitterX. Et rendez-vous à la boutique Duran pour acheter des articles en édition limitée. Vous trouverez un lien dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.